Bonjour, bienvenue. Donc, je m'appelle Sandrine Marquez. Je vais avoir l'honneur et le privilège d'animer cette masterclass, assistée de Élise Thomy qui va faire la traduction. Merci de l'applaudir bien fort déjà pour tous ses efforts. Et donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous proposer cette heure et demie d'échange avec James Gray. Vous aurez la possibilité de poser des questions en toute fin de la masterclass, donc on vous donnera la parole bien sûr. Et donc voilà, James Gray va simplement en 2 mots dire qu'en 7 films, il s'est imposé comme l'un des cinéastes américains les plus importants de sa génération. Et donc nous allons avoir un grand plaisir à parcourir son œuvre de manière tout à fait transversale. Vous allez voir comment on a organisé un petit peu les choses. Et donc je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements sans plus attendre. Hello. I'm going to. Now, go ahead. I'm okay. It's a little hot up here. C'est un peu chaud par ici, non? Alors, James, on est heureux vraiment de vous accueillir. Juste, on rappelle que actuellement, on a la chance d'avoir l'un de vos films en salle Ad Astra, toujours sur les écrans. Et la tradition veut qu'un auteur se doive de signer toujours un film de science-fiction. Est-ce que, de ce fait-là, comme vous venez de faire un film de science-fiction, vous êtes un auteur accompli, un auteur à part entière, dorénavant? Et oui. That's an impossible question to answer. If I answer that question, yes, I'm accomplished. I'm the biggest jerk in history. Alors c'est une question impossible à répondre. Enfin, je veux dire, si je réponds et que je dis oui, je suis un auteur accompli, alors je suis le plus insupportable mec ici. Part of the problem is a movie, and this is why Hollywood kind of sucks right now, is a movie is not like dishwashing liquid, you know, where they say new and improved. You every time out, it's something new. Vous savez, le problème avec les films, et je pense que c'est la raison pour laquelle Hollywood vraiment ne s'en sort pas du tout en ce moment, c'est qu'un film n'est pas un liquide vaisselle. Il n'est jamais mieux et amélioré et toujours plus performant. Well, the one thing I have tried to resist is to not make myself a brand, you know, which I think is, you know, to just have like a trick, a series of tricks that you just do over and over again. That's not interesting. That's not how you grow or explore or maybe get to some other place that you want to see. So maybe that's a problem. Maybe people want me to make, what's the French? It would be polar, right? Did I say that right? Over and over and over again. But I would, you know, I would hate that because then but maybe it would be good commercially, I don't know. L'une des choses que j'ai toujours essayé de résister à ne pas succomber à faire, c'est de me créer une espèce de marque de fabrique et de toujours avoir les mêmes petites astuces, les mêmes petites choses à montrer encore et encore. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on grandit et ce n'est pas comme ça qu'on explore en fait dans le cinéma. Imaginez si on me demandait sans arrêt de refaire ce que je voudrais ou que si je faisais sans arrêt des polars encore et encore, ce serait vraiment très mauvais. Am I talking too long or too short? No, you're good. So when you ask me that question, every movie is a new set of challenges, difficulties, issues. The personalities are different. Some movies are harder than others. And that's why I told them I didn't want this to be called masterclass.
I wanted, actually, it's more like idiot class, but let's just call it class. Because I don't think there is such a thing as master in cinema. It's a collaborative medium, and you're always trying something new. Tout est toujours un nouveau défi et je pense que c'est ce qui est aussi intéressant. Chaque film en fait peut devenir plus intéressant et plus difficile à manœuvrer. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas avoir une masterclass. Je leur ai demandé d'être dans la classe. Mais finalement, laissons ça de côté, appelons ça juste une classe, une leçon. Il n'y a pas de maître, yes? Now, there is one difference, I think. Finished. If I wanted to make a lot of money, well, my clothes would be better, right? Then you say, I have a style, and you become self-conscious, and you do it over and over again, and then you make yourself into a brand, and that's fine. But I love the cinema. I always have. To me, it's like a dream, and I didn't get into it for money. If I wanted money, I'd be like a stockbroker or something. Le cinéma n'a pas de maître. Moi, je pense que c'est toujours une action collective. Et puis, en plus, si j'avais voulu faire du cinéma pour faire de l'argent, j'aurais de meilleurs vêtements, j'aurais un autre style, j'aurais une marque de fabrique, je reproduirais de film en film. Et puis, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Et j'ai toujours aimé le cinéma, même depuis tout petit. Ça a été un rêve pour moi. Et ça a toujours été quelque chose de... Ouais. Thank you. Yeah, well, I'm sorry. So to answer your question, I didn't answer your question. I didn't answer her question at all. No, I'm not a no. master. I haven't mastered anything. I don't know. I haven't accomplished anything. I'm just trying my best. I don't know. I'm sorry, guys. I'm sorry. Désolée, je n'ai vraiment rien accompli. J'essaie juste du mieux que je peux. Alors, en tout cas... en tout cas, il y a une évidence, c'est que dans votre œuvre est parcourue de thèmes et de motifs récurrents, que vous vous appeliez un auteur ou pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai construit les différents extraits que je vais vous montrer des 6 films de James Gray autour de motifs. Et les motifs, ils tournent toujours autour de la même idée, c'est-à-dire ce qui est au seuil du visible. Alors dit comme ça a l'air très intellectuel et très difficile, mais vous allez voir que voilà, ça produit des choses assez intéressantes. That's very fancy. Thank you. It's a teasing. Do I have to watch clips of my own movies? Alors, on va d'abord... Yes, you have to. I do? Yeah. That's horrible. Alors, on va déjà parler de Ad Astra, qui pour moi, j'ai pas vu un film dans l'espace, j'ai vu un film dans la jungle. Parce que en fait, cette quête, déjà pour moi, le film est vraiment construit en miroir avec Lost City of Z, et ça m'a beaucoup aussi fait penser à Apocalypse Now, où on va aller chercher un homme qui a perdu la tête. On n'a pas d'extrait d'Ad Astra, malheureusement, oui, parce que voilà. Bon, on est soulagés. Pas d'extrait d'Ad Astra. Yes. The films are very similar, aren't they? I didn't intend for that. They were written many years apart, and you make a film when you get the money. But yeah, they wound up being very similar. I don't know. I think it's because I'm the same person that made both movies. So it's a little bit by accident that happens. You know, the best thing I ever heard, I'm going to talk a little too long now for you, but you're going to have to bear down, is I heard this musician named Elvis Costello talking about music, and he was idolizing the Beatles. We talked about the Beatles at lunch. And he said he tried to imitate them, and he realized that his failure to imitate them well was actually his style. So I keep trying to imitate things I love, and then my failures hopefully is my style, but I'm not conscious of that. It's just my failure.
No, that's okay. I've been through worse. But don't get any. Okay, I won't get any big ideas. Oui, bien sûr que je fais des films très similaires en même temps. C'est étonnant parce que c'est des films qui ont été écrits avec beaucoup d'années d'écart. Mais je pense qu'on arrive à faire un film seulement quand on obtient les ressources, les moyens. Forcément, j'ai fait un peu ces films en écho, mais par accident, sans le vouloir. Par contre, c'est aussi quelque chose que je pense qui est logique, puisque ce sont des films qui se ressemblent et je suis la même personne qui réalise ces deux films. Et je pense que ça dit quelque chose aussi de ce motif. Après, une anecdote, j'ai entendu Elvis Costello, le musicien, parler du fait qu'il idolâtre les Beatles, et on parlait des Beatles au repas de midi. Et il disait qu'il essayait désespérément d'imiter les Beatles et qu'en fait, son propre échec dans cette tentative d'imitation des Beatles définissait son style. Donc peut-être que ma tentative d'imiter les cinéastes que j'admire particulièrement, j'espère en tout cas, me donne un style. Donc ça veut dire que vous revendiquez complètement l'influence de Apocalypse Now, y compris sur ce film de science-fiction. Yeah, but that's okay. Everybody steals from everybody. I mean, I'll tell you a brief story. When I was making Ad Astra, I wanted to watch like every science fiction movie ever. And I kept saying, oh, Stanley Kubrick, he broke new ground. He did everything for the first time. And at about 1 o'clock in the morning, I came across on YouTube a 1925 German silent film called Our Heavenly Bodies. What's the title? Our Heavenly Bodies. And then remind me of where we left off so I can finish this bullshit that I'm saying. Tout le monde vole toujours quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc effectivement, je revendique cette influence, mais pour la petite histoire, quand j'étais en train d'essayer de réaliser Ad Astra, j'ai décidé de voir tous les films de science-fiction sur lesquels je pouvais mettre la main. Évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé ce qu'avait fait Kubrick, en 2001, Odyssée de l'espace, et il a tout fait. C'est lui qui a tout qui a comme tout créé, en fait. C'est lui qui a un peu ouvert la porte. Et puis un jour, environ à 1h du matin, sur YouTube, je suis tombée sur un film de 1929, dont le titre pourrait se traduire par Nos corps célestes. And in the middle of this horrible, boring, terrible silent film, it was like 2.5 hours of complete torture. And I said, I'm going to watch this. And in the middle of the movie, this horrible movie, there was a shot of this circular spacecraft where a woman walks upside down, just like the woman does in 2001. I said, that Kubrick was pretty smart. He stole from stuff that you don't know. And but that's okay. That's what it's there for. It's there to steal. There is nothing new. And in fact, originality doesn't come from putting the camera in a place that's, under the chair and then looks up. That's surface, that's superficial. Originality comes from expressing what is inside of you, what is personal. Because there's only one of you, ever. In my case, thank God. But, you should go, Take over. Jump in. Et donc ce film que je décide de regarder, qui dure 2h30, qui est une torture ignoble, en noir et blanc, silencieuse, une torture complète. Au plein milieu de ce film, quand je regardais ce film de 29, je vois un plan dans lequel on se trouve dans un vaisseau spatial d'une forme circulaire et dans lequel une femme marche tête en bas, et je me dis, et ce plan, je me dis que vraiment Kubrick est un malin, parce qu'il a été chercher le plan que personne n'avait déjà vu, dans le film que personne ne connaissait. Et voilà, tout est là pour être volé, pour être pillé. Il n'y a rien de neuf, il n'y a absolument rien d'original qui vient avec le fait de cadrer sous une chaise, en contre-plongée. Ce n'est pas comme ça qu'on fait quelque chose d'original, c'est juste de la surface. Par contre, ce qui est vraiment original, c'est ce qui vient de vous, ce qui vient de votre vécu personnel,
puisque heureusement il n'y a qu'une personne comme vous sur Terre, et dans mon cas heureusement vraiment. Now, it is very easy to look at a film for what we might call form, the surface elements, and say, that is so fresh. But I've always hated that. I've always hated the use of that term fresh, because to me, I don't divide movies between fresh and rotten. That's for some horrible internet thing now, Rotten Tomatoes. To me, that's to reduce an art to just a gimmick. And what is fresh sometimes on the surface is rotten underneath. To me, what is interesting is, do I feel the voice of the person behind the film? The form is less important. C'est très facile de regarder un film aujourd'hui, de se dire « Ah là là, c'est frais, c'est nouveau ». Et c'est quelque chose que je déteste. C'est un mot que j'ai toujours haï. Je pense qu'utiliser le mot frais pour définir un film, ça veut dire qu'on divise les films entre les frais et les pourris. Et je laisse ça à vos internets avec le site Rotten Tomato, donc tomates pourrites. C'est quelque chose d'assez horrible. Et je pense que ça crée un gimmick dans la lecture des films. Oui, la surface peut être très fraîche, très nouvelle, novatrice, et puis il peut y avoir quelque chose de pourri en dessous. Donc ce que j'aime particulièrement, c'est surtout me demander si j'entends et si je perçois la voix de l'auteur derrière ce que je reçois. Now, we were talking at lunch about Le Mépris, which I love. I think is one of the great movies ever. And I've heard people talk about it. It's so original, the style, and you see her and the thing with her ass and the thing, and then there's the scene that's half an hour long, and I don't care about any of that. What moves me is I feel his personal commitment to that film. The rotten relationship, the relationship in decay, that moves me greatly. Now, he expresses it in a very interesting way, and this doesn't mean the form doesn't matter at all. I'm not saying that. But that's only the surface of the film, and it's always the easiest way to appraise a movie. For me, it's about the voice, the personal, what's emotional inside the film. What's that? Oh, I'm sorry, my pronunciation is bad. No. Contempt in English. Merci. On était en train de parler au déjeuner en fait de ce film que je trouve être le plus beau film, qui est Le Mépris, qui pour moi est probablement le plus beau film jamais réalisé. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Ils disent c'est incroyable, c'est super novateur, c'est fou, ce plan d'une demi-heure sur ses fesses. Vraiment, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le dévouement personnel que je perçois de la part du réalisateur, et en fait cette relation qui est extrêmement qui se détériore à mesure que je la regarde, et c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Effectivement, la forme peut exprimer quelque chose de ce que l'on a à dire, mais c'est toujours la manière la plus simple d'appréhender une image. Par contre, c'est beaucoup plus dur, et ce à quoi je suis beaucoup plus sensible, c'est de faire passer une émotion, c'est de faire passer quelque chose qui est beaucoup plus intime. Now, for me, the greatest director ever, which is a little bit stupid, because you don't rank them, you shouldn't rank them, but I do. The greatest, Charlie Chaplin. With my son, I was watching The Great Dictator, which I hadn't seen, and this was recently, I hadn't seen it in 30 years. And there's this moment where Paulette Goddard hits Chaplin on the head with a frying pan. And he starts going in the street, and he starts wobbling. And it's very funny. But behind him, on the storefronts, is the Star of David painted on all the front, Yud. And so you have tragedy and something very funny in the same shot. Now, the shot was not amazing. It didn't take 6 cranes to pull the camera underneath the street and up inside his asshole. It was a very simple shot. But the concept inside the image was so remarkable, so complex, and so beautiful. So I'm in awe of that. To me, that's so simple that it's complex.
pour moi, le plus beau réalisateur et le plus important, même si je sais que c'est stupide et qu'il ne faudrait pas les mettre en compétition, ni les regarder comme ça par ordre, mais pour moi, c'est Charlie Chaplin. Et avec mon fils, que récemment, j'étais en train de revoir Le Dictateur, je ne l'avais peut-être pas vu depuis 30 ans, on le regardait et il y a cette scène où Paulette Godard assomme en fait, le personnage de Chaplin avec une poêle. Et en fait, c'est une scène très drôle, il se met à gigoter, à trembloter dans la rue, il a une démarche particulièrement drôle. Pourquoi pas? Et puis subitement, si on s'intéresse à ce qui se passe derrière, on voit tous ces magasins avec l'étoile de David et le symbole Yud, donc juif. Et en fait, c'est une tragédie. Et c'est un film, il y a une tragédie dans ce plan qui est aussi qui est le plan du comique, mais c'est aussi ce film qui est incroyable. C'est-à-dire que ce plan, il n'a pas été fait avec 6 grues, qui passe sous terre, qui remonte par son trou, non. Il y a quelque chose... Oui, il a dit ça. Le concept est assez remarquable et en fait, ce que je trouve génial, c'est que pour moi, ce réalisateur, il est à la fois remarquable, complexe, merveilleux, mais ce qui me touche et ce qui me laisse béat, c'est vraiment voilà, ce type de plan. You can go on. You sure? Yeah. We're going to be here all night. Let's be here all night. Okay, that's fine. The beauty also in Chaplin that I found, and I've become, the older I get, the more I become obsessed with this idea, is that we embrace human beings in the art completely, and we don't distance ourselves from the subject, that we search for greater subjectivity, the reach into the spirit, the soul of a human being. This is, to me, essential. And it's the opposite of a kind of ironic distance. This is what I prefer. This is my taste. Because I think in the end, art, if I may use that dirty word for cinema, art is about the extension of our sympathies. La beauté chez Chaplin est vraiment plus je vieillis et plus je me rends compte que je suis obsédée par ce que j'y trouve. C'est vraiment cette idée d'accueillir l'humanité, d'accueillir l'être humain dans sa complexité. Et si je peux utiliser le gros mot qu'est l'art pour parler du cinéma, c'est qu'en fait l'art c'est vraiment à l'opposé de la distance ironique, c'est vraiment aller chercher la subjectivité la plus grande et la recherche principale qui est presque une recherche d'âme. Et pour moi c'est ça qui est essentiel avec le cinéma. On est vraiment à l'opposé de cette distance ironique, de cette mise à distance formelle finalement. Et enfin, finalement, l'art, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas l'extension du domaine de notre sympathie, de notre compassion? Oui, alors justement, Louise Bourgeois, pour citer elle, disait qu'il fallait faire justement de l'art partir de sa vie, en fait. Donc je rebondis sur ce que vous venez de dire pour justement parler de votre premier film, Little Odessa, 1994. Donc là, vous avez effectivement réglé tout de suite la question personnelle avec ce film-là. Voilà, donc avant de lancer l'extrait, déjà vous entendre là-dessus. Well, it's very hard. I don't know what we're going to be watching, so I can't comment. I've also not seen Little Odessa for 30 years or whenever it was made. So I had to talk about that movie fairly recently in Los Angeles, and I couldn't remember the movie, and people were asking me questions, and I felt like maybe I should watch it again. So I don't know if I can talk about it. I mean, but what I can say is that, well, this is a bigger issue. You want to watch this, whatever you're showing. I don't know what you're showing. Non, then mais, we can talk. Oui, voilà, mais juste répondre sur le fait que voilà, un premier film, c'est aussi, on a coutume de dire qu'un premier film est autobiographique, règle la question du conflit familial, la question de l'intime, en fait, du personnel. Et vous avez vraiment, effectivement, débuté votre carrière avec un film extrêmement personnel et qui contient des éléments autobiographiques.
Well, I made a little bit of a mistake on the first movie, which is okay. Everybody makes mistakes on their first. Everybody makes mistakes on every movie. But I equated autobiographical and personal. It's not the same thing. It's a very important distinction. It was autobiographical, the movie. You have a lot to translate, don't you? Well, whatever. I'll let you do it. Vous avez des suspens comme ça. Alors déjà, pour répondre à cette question, ce qui est compliqué, c'est que je n'ai pas vu le film depuis environ 30 ans et je ne sais pas quel extrait va être diffusé, donc ça me met un peu en difficulté. Et récemment, j'étais à Los Angeles et on m'a demandé de parler de ce film, on m'a posé des questions très explicites et j'étais très embêtée parce que je ne me souvenais pas des scènes, donc peut-être qu'il va falloir que je le revoie. Après, pour revenir sur cette question du personnel, j'ai fait une erreur sur mon premier film, mais c'est pas grave parce que les gens font des erreurs sur tous leurs films. Donc, j'ai mis à égalité la question de l'autobiographique avec la question du personnel. Et en fait, il y a une distinction très importante entre les deux. I remember as a kid, I was not into anything really except some sports and movies. I liked going to movies. That was fantastic. But for school, a school class trip to the Whitney Museum of American Art, and there was a retrospective of Edward Hopper. And I remember reading quotes of his on the wall. And one of them, and it must have had a big impact on me because I'm telling it to you now, and this is from 1979. I know I'm old. The quote said, "My aim in painting is the most exact transcription possible of my most intimate impressions of nature," which I thought was so great. And it stuck in my head. It seems like that is the function of the artist. See, you're going to talk about Louise Bourgeois. We're going to get into it here. Artist, I'm You sure. don't like Louise Bourgeois? I love Louise Bourgeois. I'm just saying, she says, She's Louise saying Bourgeois, the same. the artiste. I said, I know who that is. Go ahead. No, but she's saying the same about nature and Yeah. art. Yeah. Yeah, but it's if you can't have a conversation, it's very frustrating. I'm going to try this, but I said this earlier. J'ai étudié la langue française à l'école, mais j'ai oublié. It's been 40 years since I learned French. Ça fait 40 ans que je n'ai pas parlé français. So- Do you want me to jump in more often and go over you? But I feel like it's not that clear. I don't know. It's whatever's good for them. I feel like such an idiot for not speaking French now. It's okay. It's Most of very them don't speak frustrating for English. me. It's like I'm an American. I speak one goddamn language. Yes. My aim in painting is the most exact transcription possible of my most intimate impressions of nature. And I got it right. I know I got it right. There's a funny story about, by the way, that trip to the Whitney, which I will tell after this. C'est très frustrant cette conversation. Je suis désolée, on fait des allers-retours dans la traduction et je m'en veux de ne parler qu'un seul langage, d'une seule langue finalement en tant qu'Américain. Mais juste pour revenir sur ce qui a été dit, je me souviens qu'en tant qu'enfant, je n'avais que deux intérêts, le sport ou les sports que je pratiquais, puis les films. Les films, ça, c'est toujours. Et puis un jour, on a été en sortie scolaire au Whitney Museum et il y avait une rétrospective d'Edward Hopper. Et j'ai vu une citation de lui sur un mur qui m'a vraiment frappée et c'est resté avec moi depuis 1979. Je sais, je suis vieux, mais je vous la redis. Et mon but dans la peinture, c'est d'avoir la transcription la plus exacte de l'impression la plus intime de la nature. Et puis, on continue sur Louise Bourgeois. I have a funny story about that. So I was looking at all these paintings, and I remember thinking, oh, they're pretty good. That's good. So I went over to one of them and I touched the painting, as I thought maybe Edward Hopper's talent would somehow come into me if I touched the painting. I'd have some visual effect we could add where the talent would come into me. It didn't quite work. But anyway, the guard in the museum, am I going too fast? You got this? The guard in the museum grabbed me, hey, what are you doing? And my parents got very upset because they heard their son was busy touching paintings in a museum. But it must have had an impact. I thought it was boring, but I clearly was attracted to it in some way.
So it's almost like a calling, you know, to try and make art in your life. It's not an easy thing, it's very painful, and your life is going to be filled with a lot of difficulty. But it's also very beautiful. Et je me souviens de regarder toutes ces peintures, de m'en approcher, de me dire bon, ça c'est pas mal, ça c'est très bien. Et puis je vais voir l'une d'elles, je m'approche et puis je la touche. Et je me dis peut-être on aurait dû rajouter des effets spéciaux parce que j'espérais peut-être que le talent d'Edward Hopper me parvienne comme ça en touchant sa peinture. Alors manque de peau, le gardien du musée arrive, m'attrape, me soulève, me dit qu'est-ce que tu fais? Et mes parents n'étaient pas très très heureux d'apprendre que leur fils était très occupé à aller toucher des peintures dans des musées. Mais je pense que cette attraction, cet intérêt vraiment... Ça révèle aussi quelque chose de peut-être cette vocation, je pense, qu'est l'art, cet appel que ça représente d'essayer d'aller exprimer quelque chose, même si ce n'est pas une vie facile, c'est peut-être même très douloureux pour beaucoup, et ce n'est pas une vie qu'on choisit simplement. Alors ici, on est dans un thème de prédilection qu'on trouve évidemment dans Ad Astra, c'est la relation père-fils. Et moi, ce qui fait le lien avec Ad Astra, c'est justement cette idée d'un personnage qui n'a plus d'endroit où aller. Puisque Lito l'Odessa raconte un retour dans une famille, mais au fond, le personnage ne réintègre jamais ne pourra jamais réintégrer son quartier et sa famille. Yes. Great. No, I'm sorry. You know, it's funny because if I think back on one of the major things in my own life, if I'm to be completely honest about it, which is what I'm supposed to be here now, you're all sitting there and I guess paid money. Did they pay money for this? Some of them. Some of them. So I better be honest. You know, there are things that happen in a person's life, and I didn't have enough distance until pretty recently to understand what it is, I guess, that I'm trying to work through in the work. That's the whole thing. Si je repense aux choses... Si je repense vraiment aux choses importantes qui me sont arrivées dans ma vie, et donc forcément, je suis obligée presque d'être honnête. Là, après tout, certains d'entre vous ont payé leur place. C'est pour ça que je suis ici. Je n'avais pas assez de recul avant pour vraiment me rendre compte du thème que je travaillais dans mon travail et de la manière dont je l'abordais. So I remember I was 18 years old, and we were not necessarily what I would call a happy family unit. But it was a family unit. It was my brother, there was me, there was my father, there was my mother. And it was what I knew and how I grew up in that world. And within a very short time, I went away to college. My father had a set of legal problems. My mother died of brain cancer. And that family unit that I knew was completely destroyed within the span of 2 months. And I didn't really process it. And I think I just put it into the work. Now that's good, but it's also bad. It's good because that's what you're supposed to do, I think. I think that's our calling. I think if you want to aspire to make art, that's what you're supposed to try to do. That's where the risk is, and that's what our job is. Sorry. Je n'avais pas vraiment envie de voir ça comme une famille heureuse, mais autour de mes 18 ans, en tout cas, on avait au moins une famille, une structure familiale avec mon frère, moi-même, mon père et ma mère, et tout ce que j'avais déjà connu jusqu'à présent, en fait, toute cette réalité-là, s'est un peu envolée d'un coup. Je suis partie étudier à l'université. Mon père a eu ses propres problèmes de son côté. Ma mère est décédée d'une tumeur du cerveau, d'un cancer du cerveau. Et tout ceci s'est passé en l'espace de 2 mois. Et je n'avais pas du tout l'opportunité, en fait, de gérer ce qui se passait, de passer à travers ce processus. Et par contre, je l'ai complètement insufflé dans mon travail.
Et en même temps, c'est une bonne chose. Je pense que c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait de l'art. Je pense que ça vaut la peine de mettre ce que l'on ressent, ce que l'on vit dans ce que l'on produit. Je pense que c'est le risque qu'on doit prendre si on veut exprimer quelque chose. And so when you try to make a film and put yourself into it to convey something, a state of soul, to convey really part of yourself, to be vulnerable to others, it's painful. It's weird. You feel exposed. But that's what I'm supposed to do, right? I think. And it's weird to me now because I couldn't really watch it, but I remember doing it. It seems that the pressure I have now in the cinema is to do actually the opposite of that. And I hear people say, that movie was fun. It was really fun. Now, that's okay. It's good to go to the movies and have fun. But I don't think every movie should only be about the surface of the experience. It's like if every dream that you had was like about eating cotton candy or eating chocolate cake. It would be very strange after a while. In some ways, part of a dark dream is there is a level of fulfillment about it, because all of a sudden you realize all the parts of the human experience and how we can deal with mortality, how we can deal with what it means to be a person in this world. Je pense que c'est bien parce que quand on fait un film, quand moi je fais un film, en tout cas je me mets dedans, je mets de moi dedans, je me rends vulnérable, je m'expose et je transmets une part de ce que je suis. Et c'est très douloureux, c'est très bizarre, on se sent à nu, mais je pense que c'est comme ça qu'on est censé faire, en tout cas je pense que c'est ce que je dois faire. Et je ne pouvais pas vraiment regarder cet extrait, moi je me souviens de l'avoir fait, mais j'ai l'impression que la pression qui est sur mes épaules aujourd'hui, c'est presque de faire l'opposé de ce que vous avez vu. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai vu ce film, c'était drôle ». Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant qu'un film soit drôle. Je pense que les films peuvent être drôles, mais c'est intéressant aussi d'aller au-delà de la première expérience de la surface du film. Et c'est comme si tous vos rêves, c'était manger de la barbe à papa ou du gâteau au chocolat. C'est intéressant, mais un mauvais rêve de temps en temps, un cauchemar, c'est aussi un accomplissement de toute la possibilité de son esprit et de son entité humaine et de son expérience. Ça nous rappelle à la mort et à notre échelle. So you ask about the Father and the Son. It's impossible for me to talk about that here in front of everybody, and I don't think I'm doing everybody a disservice by not talking about it, because it's in the work, and you can see what it means to me in the work, I think, and if you can't, it's my failing, and I'm not going to tell you anyway. So it's for me, and it's from my psychiatrist, and then it's for me to try and put it into the work. It's a very difficult time we're living in too, because the market is everything. And the market's job is to try and destroy your voice, to destroy the individual. It's actually quite tyrannical. It's to bring sameness into a medium that craves difference. And to make something with your voice is a huge fight on an everyday basis. Why am I talking about this? Yeah, she's really good. It's like I'm on the shrink's couch, you know? Vous avez posé la question du lien entre le père et le fils. Et c'est impossible pour moi d'en parler ici, devant vous. Et je n'ai pas l'impression de vous priver de grand-chose, parce que ça se retrouve dans mon travail, dans mes films. Et puis, si vous ne le voyez pas, c'est encore un exemple de mon échec. Mais ça regarde seulement mon psychiatre et moi. Et ici, en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des temps troublés et difficiles pour la réalisation et pour la création, puisque le marché, c'est ce qui domine tout. C'est le marché qui décide qu'est-ce qu'on détruit, quel emploi, quel métier existe, quelles voix ont droit d'être exprimées. Et puis c'est le marché aussi qui impose une forme de sanité, de santé, de réalité, en tout cas dans le médium, qui en fait cherche à tout prix une différence. En tout cas, pour moi,
une différence, c'est dans la manière dont on s'exprime. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi je parle de tout ça et j'ai l'impression d'être sur le divan de mon psychiatre. Là, vous faites sans doute référence à Ad Astra, on y revient, et le fait d'avoir, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais travailler pour la Fox et Disney, est-ce que ça a été difficile justement de faire entendre sa voix ? Actually, Disney, I can't believe I'm going to say this. Disney loved the movie and they were very, very sweet to me. So I'm feeling now like a total jerk for bad-mouthing them completely. They were really good. They were really supportive. I think that they felt, in some ways, the importance that the film not be a bomb because it's an original story, not a franchise, not a product, what they call IP, which is something recognizable like a superhero or something like that. And it's a rare thing now in the studio system. It's almost impossible to get them made. And I think that they wanted it to do okay. And so they were actually shockingly cool about it, and I have no complaints. But I'm not talking about the specifics of my situation. I'm imagining there are a whole host of filmmakers out there in the audience. And I'm trying to prepare them for what I know is coming, which is a big fight. Now, it's totally worth having that fight. And it's, like I keep using this word, but it is truly beautiful to fight that fight. But it's there. This is an unsubtle hint. I should shut up. I didn't do anything. The guy back there, he's like, shut up. C'est dur de faire entendre sa voix, définitivement. Alors, pour Disney, en fait, je n'arrive pas vraiment à croire que je vais dire ça, mais Disney adorait le film. Et je me sens vraiment un peu comme un salaud, parce qu'ils ont été hyper soutenants sur le projet, ils étaient vraiment derrière moi. Et maintenant, je vais dire du mal d'eux, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que aussi la particularité du film, dans le fait que ce n'ait pas été peut-être le succès qu'ils imaginaient, c'est que ce n'est pas une franchise, ce n'est pas un film de super-héros, ça vient pas avec un univers que les gens connaissent déjà. Et ça se fait de plus en plus rare en fait dans ce métier, et c'est de plus en plus difficile de faire financer ce type de projet. Mais eux voulaient vraiment que le film fonctionne et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que ça se produise. Donc moi, je n'ai pas de plainte à ce niveau-là. Par contre, je ne parle pas que de mon expérience quand je dis tout ça. Je parle aussi, en fait, peut-être aux aspirants cinéastes et aspirantes cinéastes dans la salle. Je pense que c'est important de les préparer pour ce combat à venir, qui est un combat qui est réel, qui est une très belle lutte. Et c'est une lutte que l'on peut sublimer quand on arrive à faire ce que l'on veut. Mais c'est une lutte quand même. See, now we're talking, and I have to acknowledge what I think is a huge flaw, problem in the work that I've done. Huge problem, which is... It's like in the Oscar when you are talking too much, yeah, you put I know, the music, I'm talking too much you know? to put the music on. That's not very subtle. I know. But the flaw in the work is that there's not enough joy in the work. I would say that it's very dark, it's in love with the darkness, and it's incumbent upon me to try and embrace, because I do have great joy in my life. There are many things that are very, joyous, and so I think that that's a real problem with the work. I'm just being honest with you. Today's Honesty Day. I'll tell the What's truth happening? on the stage. Yeah, sure. Maintenant qu'on en parle, je me rends compte que pour moi, il y a un grand manque, il y a un manqué vraiment dans mon œuvre, dans mon travail, c'est qu'il n'y a pas assez de joie dans ce que j'ai produit. Je pense que c'est une œuvre sur l'obscurité, sur le sombre, sur tout cet amour en fait de ce qui se passe dans l'ombre. Et en fait, ça ne correspond pas à tout. Bien sûr, j'adore ce qui se passe dans les recoins sombres, mais la réalité de ma vie, c'est aussi que j'ai plein de choses joyeuses dans ma vie. Et j'aimerais accueillir cette joie dans mon travail. So I'll give you an example. When I made Two Lovers, Joaquin and I were laughing on the set. We had such a good time making it. We thought it was really funny. I thought it was going to be kind of a comedy. And I remember the first rough cut, they call it, when you go through and you make a sort of you're getting closer to putting the movie together.
I showed it for about 20 of my closest friends. I have hundreds of friends, I'll have you know. No, I showed it for about 20 friends, and I remember thinking, this is hilarious. And then the lights came up, and the first person to come up to me said, that is the saddest movie I've ever seen. And I recognized at that moment, I have absolutely no comic talent whatsoever. So I shouldn't try to make a comedy, because I thought it was really funny. At the Joaquin in the restaurant waiting for Gwyneth, he looks like an ass and all that. Joaquin and I. But then I think now I look back, it's been, I don't know, 10 years, more than that since I made it, and he's trying to kill himself in the first 30 seconds. So I'm a moron, I don't know. Alors, j'ai oublié de dire que c'était la journée de l'honnêteté aujourd'hui. Alors, je ne suis qu'honnête, je ne vous dis que les choses honnêtes. D'ailleurs, en parlant de Two Lovers, moi, par exemple, cette expérience me dit beaucoup de choses, puisque avec Joaquin, donc l'acteur principal, on n'a fait que se marrer, en fait, pendant tout le tournage. On n'a fait que rire, moi j'avais presque l'impression de réaliser une comédie. Et puis en fait, quand on a fait le premier pré-montage, donc celui qu'on essaye d'avoir au plus près de la version finale, je l'ai montré à une vingtaine de mes amis, parmi la centaine de mes amis, et je me suis dit, mais c'est génial, c'est hilarant, c'est superbe. Et là, les lumières se rallument, et la première personne à venir me voir me dit, c'est le film le plus triste que j'ai vu de ma vie. Alors, ça dit quelque chose du fait que je n'ai absolument aucun ressort comique et talent comique, et que je ne devrais probablement pas faire de la comédie. Mais moi, je trouvais ça génial, les scènes, par exemple, avec Joaquin au restaurant, qui attend le personnage de Gwyneth Paltrow, qui ressemble à, je sais pas, un débile, quoi. Et puis, en même temps, je revois ce film en me disant, ça doit être très drôle, mais pourtant, aujourd'hui, je me rends compte que dans les 30 premières secondes, le personnage principal essaie de se suicider. There's one thing which I do remember very well from this scene, weirdly, that Gwyneth Paltrow does that I think is fantastic. She says, Leonard, you didn't tell me you had a girlfriend. And he goes, no, I didn't. She goes, no. And there's anger in it. And it's one of those things where there was a lot of, obviously, improvisation, you can maybe tell. But that was written, and I remember writing it just thinking, she'd go, no, you didn't tell me. And one of the treats of working with a wonderful actor is they can bring things that you didn't see. And when she says no with anger, I felt that it became clear that she was kind of using him, which made it very sad to me, but also very honest. Il y a une chose que je me rappelle en revoyant là, cet extrait, c'est le personnage de Gwyneth Paltrow, qui est incroyable, qui fait un travail incroyable. Et puis quand elle a cette réaction, elle dit « Mais Léonard, tu m'as jamais dit que tu avais une copine ». On sent la colère. Alors que, bon, vous l'avez peut-être remarqué, il y a de l'improvisation dans ce film. Mais quand j'avais écrit ce dialogue, je pensais juste à de la surprise. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on a des acteurs brillants, c'est qu'ils nous apportent aussi quelque chose et qu'ils nous révèlent quelque chose de l'histoire. Et quand elle lui dit tu ne m'as jamais dit non, je sens à ce moment-là, et je le vois à ce moment-là, que ça devient apparent qu'elle se sert de lui, et c'est là que ça me rend un peu triste. Alors parlons de Joaquin Phoenix, avec qui vous avez tourné plusieurs films, donc trois films, si je ne me trompe pas, et comment son jeu... Four films. Comment son jeu a évolué en fait? Bon, là, moi, je le trouve vraiment très, 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 très drôle. Vous dites que vous ne savez pas faire des scènes de comédie, mais la preuve, on a une belle scène de comédie ici. Mais donc, comment son jeu a évolué ici? Il y a tout un truc sur le corps, par exemple. When I first, this may take a while. It's interesting because it's actually a larger question as well. There was a grand tradition of people aspiring to be actors and joining the Actors Studio, for example, studying with people like Lee Strasberg, Stella Adler, or Sanford Meisner, a whole host of great acting teachers in the United States, particularly in New York. And
it was all a version of Stanislavski, really, but they developed tremendous craft. And that fell out of vogue, and people don't go and learn that anymore. Now, most of that I think is bad news. But some of it's good news. Let's start with that because anyway. Je pense que c'est une question plus globale, donc je vais y répondre un peu plus large. Plus largement, je pense qu'il y avait aussi, surtout, il y a eu une tradition d'aspirants et d'aspirantes actrices et acteurs qui, en fait, intégraient l'acteur studio, par exemple, et travaillaient avec Lee Strasberg et d'autres coachs et d'autres professeurs, en fait, de jeu qui ont été extrêmement importants et qui ont créé beaucoup d'outils, beaucoup de savoir. Mais ce type de formation, finalement, est un peu tombé et passé de mode. Et aujourd'hui, je pense que les gens ne vont plus beaucoup faire ça. Alors, il y a plusieurs conséquences à cela. And the first film I made with Joaquin was called The Yards, and I had James Caan, Ellen Burstyn, and Faye Dunaway, all of whom had come out of that tradition. Stella Adler, Lee Strasberg, actually, and I think James Caan actually was Sanford Meisner. And then you had Joaquin, Mark, and Charlize, all of whom came out of no tradition, no real craft. Now, that doesn't mean that they're not good. It doesn't mean they're not talented. They're fantastic, obviously. But you have to work with them in a very different way. And I had to work with Joaquin in a way that changed the style of how I had actually planned to make the film, which was in elaborate masters that played for a while, which I couldn't do. I could do it with James Caan, I could do it with Ellen, Faye, but with the younger actors, with Joaquin, you would get a great line reading of this line in take 6, and a great line reading of that line in take 9. So I'd have to shoot them in separation and what they call, each individual close-ups. This is going to be a little difficult. No? All right. Le premier film que j'ai fait avec Joaquin, c'était The Yards. Et avec lui, il y avait un casting très particulier parce que vous aviez les deux écoles finalement. Vous aviez James Caan, Faye Dunaway d'un côté, et Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Charlize Theron, qui sont d'une autre école, clairement, avec pas du tout cette transmission, cette tradition-là. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais acteurs, de mauvaises actrices. Au contraire, ils sont fantastiques, de toute évidence. Mais ça voulait aussi dire qu'il y avait différentes manières de devoir travailler avec les uns et les autres. Et notamment avec Joaquin, le style que je voulais donner à mon film, qui était notamment basé sur de grands plans séquences, des caméras qui sont très mouvantes, qui suivent Robert, Faye et James, ça a été quelque chose que je ne pouvais pas proposer à Joaquin Phoenix, puisque la manière même dont on avait de collaborer faisait émerger peut-être une belle ligne de dialogue dans la 6e prise, une belle ligne de dialogue dans la 9e prise, mais tout ça avec des plans très serrés et du coup pas du tout cette continuité qu'on avait mis en place. Then there was a 5-year period where I didn't work with him, and then I made La Nuit nous appartient with him, and his craft had changed completely, and all of a sudden he had adopted all of the methods, and I don't know how, and I've never talked about it with him, but all of the methods and method of James Caan and Faye and Ellen and the other older actors I'd worked with, Vanessa Redgrave. And so all of a sudden, you'll see in Two Lovers, if you're unfortunate enough to sit through all these films, you'll see that I actually started to go back to the long take with the elaborate master kind of shot again. And there's, for example, a shot in Two Lovers on the rooftop, which is a 4.5-minute scene, but it's one shot. And she could do it too because she was, her mother is Blythe Danner, who was a wonderful theater actress, and somehow it's in her. And I did 34 takes, I think. But after about take 14,
they were all really good, and I was just playing around and throwing different things at them. And I remember the assistant director getting very angry at me, saying, "We can move on. You have it." I said, "Yeah, I have it, but it's fun. Let's play a little more." And the work was so remarkable because he was able, I mean, I thought he was great in the yards too, but it was a different way of working. And I almost feel like he broke on through to the other side, to quote Jim Morrison. There was some way that he grasped tremendous craft and a tremendous willingness to listen to the other actor and to be inventive within the space and to surprise me, but not to do things that are outside of the character or the space or the person that he was trying to play or the situation that he was in. I found that to be kind of a breakthrough for him and for me. Et puis ensuite, après The Yard, j'ai passé 5 ans sans collaborer avec Joaquin Phoenix. Et j'ai réalisé La nuit nous appartient. Et là, son jeu avait complètement changé, d'une manière que je ne connais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, je n'en ai jamais parlé. Je ne sais pas comment il a changé son jeu complètement, mais il a adopté toutes les méthodes et la méthode d'acteurs que j'avais vus et retrouvés auparavant dans des acteurs comme James Caan, Faye Dunaway, etc. et Vanessa. Dans Two Lovers, si vous avez la chance de tenir les 2 heures et plus du film, vous verrez que j'ai pu revenir à mes préférences en termes de plans, c'est-à-dire des plans beaucoup plus longs, des plans séquences, donc des plans sans coupe, des scènes comme par exemple la scène du toit qui dure 4 minutes et demie, est une scène sans coupe qui a été faite de manière brillante, notamment parce que par exemple Gwyneth Paltrow n'avait pas du tout de problème à aller dans le sens de cette méthode, notamment peut-être par la transmission du talent de sa mère, qui est une grande actrice. Mais pour ce plan, j'ai fait 34 prises. Et je dois vous avouer qu'à partir de la 14e, tout était très bien, mais j'avais envie de continuer à expérimenter. Donc je leur donnais toujours des petites indications pour continuer. Donc mon assistante réalisatrice s'est énervée énormément. Elle m'a dit « Mais tu l'as, on peut passer à autre chose ?» Et je disais « Non, mais je veux voir jusqu'où on peut aller. » Et c'était une expérience, c'est-à-dire c'était aussi quelque chose qui était merveilleux dans The Yards de jouer avec et de collaborer avec Joaquin Phoenix. Mais là, à ce moment-là, c'est comme s'il avait réussi à passer de l'autre côté du miroir. Donc il citait Jim Morrison, je cite Lewis Carroll. Mais en fait, c'était aussi intéressant de le voir se rendre à l'écoute, se rendre volontaire et disponible et inventif dans l'espace et me surprendre tout en restant cohérent en tant que personnage et dans son personnage, dans la scène qui lui était donnée et puis finalement dans la continuité de l'histoire qu'il devait porter. Now, this is an important thing for cinema, period. At least American movies. If you look at the American cinema, the style of the film is dictated much more by the style of the acting than we think. So Hitchcock, for example, he storyboarded every shot. He planned it all out, and he would say, you know, actors are cattle, and the shoot's very boring. You're good at this. La chose la plus importante aussi, c'est que je pense que ça parle d'une certaine époque du cinéma, en tout cas du cinéma états-unien. Et si on regarde le cinéma aux États-Unis, le style du film a beaucoup plus tendance à être influencé par le style de jeu des acteurs que l'on n'y penserait. Et par exemple, dans le cas d'Hitchcock, quand il avait cette habitude de storyboarder absolument tous les plans de son film, peut-être que ça vous semblerait un peu ennuyeux. Je vous épargne mon impression d'Hitchcock. Now, he could do that because the style of acting is what we now call filmic representational. And he could say, move over there, move over there. And Cary Grant would go, you know, he would say his line, and then he would walk over here and say the other line. And there was a level of artificiality that we are okay with watching those movies. We don't mind that they're a little bit stiff. And Hitchcock could take great leaps formally working within that structure.
ce qu'il pouvait aussi réaliser de cette manière-là, c'est parce qu'en fait, on parlait à ce moment-là d'un système filmique qu'on appellerait représentationnel. Et donc, du coup, c'est très facile pour Hitchcock de dire à Cary Grant, mets-toi là, dis ta ligne, mets-toi là, dis tes lignes. Puisqu'en fait, c'est aussi une convention. On accepte ce niveau d'artificialité dans l'image et dans le film. Mais tout en acceptant que ce soit un petit peu rigide et que ce soit un petit peu maîtrisé de la sorte, ça permettait à Hitchcock d'avoir une grande liberté formelle puisqu'il pouvait compter sur ses acteurs. Now, what happened to Hitchcock? He made Topaz, Torn Curtain and Topaz and Frenzy and Family Plot, and I know there are people who love those movies, but it's not Rear Window, it's not Vertigo, it's not Notorious. Something happened where his style could not accommodate this breakthrough in acting, which we call the method. Because all of a sudden, Montgomery Clift came along, and he said, why am I moving over there? I should move over there. And then he would do something different in the scene. Or Marlon Brando in On the Waterfront, he would pick up the glove that she drops. And all of a sudden, the cameraman would have to go like this, and you couldn't direct the movie that way. So Kazan became the big breakthrough in accommodating the method for motion picture. And that determined how the director would approach the scene, just as much as the director's idea for the scene. Et dans le cas d'Hitchcock, ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, il a réalisé Topaz, Le Rideau déchiré, Frenzy, d'autres films comme ça que peut-être beaucoup de personnes apprécient, mais ce ne sera jamais ce que propose Vertigo, ce que propose Fenêtre sur cour. Son style n'a jamais pu s'adapter à la réalité des acteurs, de la méthode acteur et de l'acteur studio qui ont débarqué ensuite. Des gens comme Montgomery Clift qui disaient pourquoi aller là-bas, pourquoi ne pas aller par ici. Des acteurs comme Marlon Brando qui subitement décident de se pencher pour ramasser un gant alors que ce n'était pas prévu, ce qui fait bouger la caméra d'une manière que Hitchcock ne pouvait pas vraiment maîtriser de la même façon. Et c'est pour ça que Elia Kazan est arrivé et qu'en fait, lui, ça a été vraiment le tenancier finalement de cette nouvelle manière de s'accommoder au cinéma, d'une nouvelle méthode de jeu. So where you put the camera, I'll finish soon, I promise. Where you put the camera all of a sudden becomes a compromise between your original idea, where the actor wants to move, in Joaquin's case, where the actor might move, and how you can make it better than what you originally had in mind. So I remember shooting this thing in The Immigrant. It was written that he was torturing Marion, but it was written very much, you know, where he was yelling at her or something. And you always have actors who are not technically on camera, they say off camera, and it's courteous, and most actors stay around and they play the off camera. So we had an actress doing an off camera thing, and he said, you know, make sure she's here, make sure she's ready. I said, okay. Action. And he exploded on Marion. She started to cry, and all of a sudden he went, Belva! Belva! And he goes off camera, and he reaches over to grab this actress who wasn't supposed to be in the shot. And the cameraman, I saw the cameraman out of the corner of my eye, and he was like, you know, and that, of course, was sort of disastrous. The actress wasn't in makeup, really, and Darius Kanji, the cinematographer, hadn't really fully lit that part of the room. And he's like, no, you can't use it. I didn't light that part. You can't use it. But then we went to Daly's the next day. It looked terrific, and we just used it anyway, and that was terrific because it gave the scene a vitality, explosiveness, I felt. So Take mine. Oh, it's all right. It's on and off. I don't even need this fucking thing. They can hear me in the back row anyway. That's why I have 3 children. I yell all day. Go ahead. I should stop anyway. You have 15 pages. It's longer than Anna Karenina.
Je pense que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que finalement, c'est très difficile parce que parfois, on a une idée en tant que réalisateur et on doit trouver un compromis avec les acteurs. Et pour moi, le lieu où l'on pose la caméra, c'est ce lieu de compromis entre l'idée qu'on avait dans sa tête et ce que les acteurs proposent. Donc dans le cas de Joaquin, ce qu'il va décider de faire à l'écran. Mais évidemment, ce que l'on a en tête n'existe qu'à partir du moment où il advient. Donc, par exemple, dans The Immigrant, j'ai écrit une scène dans laquelle il y avait de la torture. On allait torturer Marion Cotillard, c'était écrit, mais je n'avais pas forcément les détails. C'est très souvent le cas que sur un tournage, des acteurs qui ne sont pas dans la scène restent voilà, de manière assez courtoise et polie, en marge et hors du cadre, pour rester quand même et soutenir, j'imagine, les autres. Mais moi, dans mon cas, dans l'histoire de cette scène de torture, subitement, l'acteur principal qui était prévu dit « Assurez-vous que ce gars-là reste ici ». Je dis « Ok, pourquoi pas ». Et puis on lance l'action, la caméra commence à tourner, et en fait, au milieu de ce moment-là, cet acteur explose sur Marion Cotillard, il l'incendie, elle se met à sangloter, etc. Bon voilà, on a quelque chose de très explosif, et subitement, il sort du cadre et va chercher cette autre personne qu'il appelle par son nom, et qu'il l'amène en plein cadre, alors que bon, le gars n'était pas tout à fait en costume non plus, la scène n'était pas tout à fait éclairée. Mais voilà, je vois le caméraman pivoter de manière assez rapide, et mon directeur de la photo qui dit non, mais on ne peut pas utiliser ces images, j'ai pas du tout illuminé comme il fallait, là c'est pas du tout éclairé, etc. Mais la réalité, c'est que quand on a vu les images après, on les a prises, parce que ça donne une vitalité, une explosion en fait d'émotions dans ce moment, et ça avait du sens. Ah, et pardon. Non, je vous évite, je ne sais pas faire les imitations. Mais par contre, je vous redirai ce qu'il a dit. J'ai 3 enfants et je passe mon temps à hurler toute la journée. Donc, si jamais vous ne m'entendez pas au micro, dites-moi, je sais crier. Alors là, moi, je suis très très frustrée parce qu'on devait passer plein d'extraits. Je sais pas. Là, en plus, il nous reste 10 minutes pour conclure. Est-ce qu'on passe encore un extrait où on prend des questions? Parce que Well, I would say to do Q&A because the movies exist already, and who cares? I don't want to watch my own movies. So for this is personal why reasons, you were making Wow. so longer record. Alors, Vous avez un micro dans la salle pour les là, il y questions. a une question ici. Ouais, allez-y. Non, sans micro, non, ça ira pas pour les captations. Non, attendez juste une seconde. Il y a besoin d'un micro pour les caméras. Ah oui. Merci. Bonjour James Gray. by the way, may I say before we start, I'm very, very happy to be here. This country and this city is fantastic. I want to thank you, by the way, for coming because this is very touching to me. So you can ask me anything you want, and I promise I will try to give you a good answer. It's Honesty Day, but I'm very touched to be here. Why? You don't have to clap You're for going that. to regret it, I think. You're going to regret it. No, I'm not. I promise I will. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'ascension de Joaquin Phoenix en Joker. So the question is, what do you think of Joaquin Phoenix being crowned as a Joker? Oh, I'm sorry to have to admit this to you, but I haven't seen the movie. I was finishing my movie at the same time that movie was finishing, and I spent time with him in Venice, but then I had to do press for my thing, and he was doing press for... I haven't seen it. So I can't speak to it. I have a hard time watching him in other people's movies, generally because I kind of see what I would either do or do differently. And, you know, I'm quite close with Paul Thomas Anderson, who has used him a couple of times. And Paul's wonderful, but it's like I can't get past seeing Joaquin. So I'll see the Joker or whatever. It's called Joker, right? It's Joker. Just Joker. Joker, all right. I'll see Joker, but it's going to be me watching Joaquin, and my opinion's going to be really worthless. So I can't answer your question. So much for Honesty Day. Actually, I am being honest, but it's not a good answer, you know. It's like, I haven't seen it. They asked for it. They did.
Alors, I'm sorry. juste un mot sur le fait que je suis très suis heureux d'être désolé. ici. Oui, c'est ça, je suis désolée. Sur le fait que je suis très heureux d'être ici. Moi, j'ai choisi qu'on ouvre le Q&A parce que je pense que mes films existent, donc vous pouvez les voir. Et puis, c'est la journée de l'honnêteté. Par contre, voilà, je suis désolée, je ne peux pas répondre à votre question puisque je n'ai pas vu le film. Et de toute façon, voilà, je finissais mon film quand ce film se finissait. Ensuite, on s'est croisés à Venise, mais on avait nos propres obligations et on n'a pas pu vraiment assister à nos films respectifs. Moi, j'ai du mal à le voir dans d'autres films que les miens parce que je ne vois que ce que j'aurais fait différemment. Et même si j'aime beaucoup et j'admire beaucoup le travail de Paul Thomas Anderson, qui a collaboré plusieurs fois avec Joaquin Phoenix, voilà, je ne fais que voir ce que j'aurais fait ailleurs. Je ne fais que regarder Joaquin jouer, à être lui-même. Et Joker, peut-être je le verrai. Mais en tout cas, je pense que j'irai voir Joaquin jouer Joker. Et je ne peux pas vraiment vous répondre. Voilà, donc désolée pour la journée de l'honnêteté. Mais enfin, je suis honnête, mais je ne l'ai pas vu. Hello. Hello, Mr. James. I'm here. Can you wave so I can see? Oh, there you are. Here I am. I'm way off. I'm like looking over here. I don't know if you remember, but we've met last year in Marrakesh Film Festival. I told you that one of my favorite films, my favorite of yours, was Two Lovers, and I want to. I like the way you think. And I want to ask you more about the end of the film. Of course, we noticed a lot of Hitchcock references in the movie, but especially in the end, it's like a revelation for Joaquin Phoenix. Especially, it reminded me of the scene with James Stewart and Grace Kelly when Grace Kelly decided to go to the other building, and there's like the moonlight illuminating her body. It was like an illumination. I want your comment about that. Thank you. Oui. Très rapidement, c'est une question sur Two Lovers, sur le fait que ce soit un film qui est dont la fin, et notamment tout le film, est plein de références à Hitchcock. Et très rapidement, la fin, cette idée de la révélation, de l'illumination du personnage principal lui rappelle une scène dans laquelle on voit James Stewart et Grace Kelly voilà, regarder la lune. Et en fait, voilà, cette idée de l'illumination, du regard commun. Donc, Well, if I have to answer that and reveal an unbelievable amount of pretension. So, are you ready for totally pretentious asshole time? Because this is coming. It's going to be bad. It's going to be really bad. The answer is, of course, Hitchcock. I love Hitchcock. Rear Window, of course, was an aspect in that movie, but so was a movie that Krzysztof Kieślowski made called A Short Film About Love, which is part of this, I guess, a slightly longer version of one of the films in the Decalogue that he made. I don't know if you guys have seen that, but it's some of the most extraordinary filmmaking. And I was trying to find the idea of treating desire in a non-jokey or non-comedic way. And so I was reaching. I thought Vertigo was about desire. I thought the Kieślowski film was about desire. But I couldn't find that many films made in that register. They were mostly romantic comedies when they treated desire. And I had been obsessed with trying, if I remember correctly about that, because it's, like I said, I wrote that in 2005, so that's not yesterday. The idea was, I was really into this poet, Louis Aragon, and I had read this poem. I wish I could quote it in the French. I can't. I can only do it in the English, which is probably not as good. But the line was, in vain your image comes to meet me, where I am the only one who finds it. This idea that what we find attractive or appealing or interesting in others is always wrapped up in the idea of fetish. So, you better really, this is really rough. I wish I knew the French. In vain your image comes to meet me, where I am the only one who finds it. And I think it goes on, I am that wretch comparable with mirrors. I am blind, but I can see. It's a little botched, I'm sure, the English, because in the French it's...
C'est mon moment de prétention. Allez-y, vous êtes bien installés. Oui, évidemment qu'il y a des références à Fenêtre sur cour, mais il y a aussi des références et une influence du travail de Krzysztof Kieślowski, qui est un réalisateur polonais, et notamment du court-métrage sur l'amour, qui fait partie du Décalogue, qui est une des plus belles œuvres jamais réalisées. Je voulais explorer la notion de désir sans entrer dans la comédie, sans entrer dans l'humour. Je pense que c'est très difficile de trouver des films qui parlent de désir sans parler d'une manière comique du désir, et notamment dans les comédies romantiques, etc. Donc voilà, il y avait Vertigo, il y avait Kieślowski. Et puis en 2005 environ, il y avait cette idée dans ma tête, bon, c'était il y a longtemps, et notamment j'étais très intéressée et fascinée par le travail du poète Aragon, et dont un vers que vous pourrez traduire par « En vain ton image vient à moi », en vain ton image vient à ma rencontre, alors que je suis le seul qui la trouve. Cette idée d'attraction de l'autre, et par l'autre, et aux autres, elle venait aussi avec l'idée du fétichisme. Et donc cette idée du fétiche et du désir qui se revient. And desire was about a projection, about what fulfilling a kind of lack. And the idea was, well, I'll give you an example. When I say all desire is rooted in fetish, I met my wife at a party. If she had been dressed up as like like a goth or something, I might never have talked to her at the party. The same person, but that night she chose to put on too much mascara. I might not have gone up to talk to her. You see what I'm saying? There is both a depth to our desire, but also a strange superficiality to it. And so the ambition was to try and embrace a cinema that seemed to understand that. And Hitchcock was where I went, but also Kieślowski. I guess that's all for that. That's pretty rough. C'est évidemment intéressant et un peu provocateur de dire que tout désir, en fait, trouve sa source dans le fétichisme. Mais pour moi, il y avait l'idée de trouver dans l'autre une projection de ce qui nous manque, de ce qui nous complète. Et peut-être, en fait, voilà, c'est plus simple avec un exemple. Moi, j'ai rencontré ma femme à une soirée et peut-être que la même personne aurait été habillée différemment, en goth, par exemple. Je ne serais peut-être jamais allée lui parler. Mais le fait qu'elle ait été là et qu'elle ait juste mis trop de mascara, ça a suffi. Il y a quelque chose d'extrêmement profond et en même temps de très étrange et superficiel dans cette étrangeté, dans le fait d'accueillir son désir. Et je pense que mon ambition de cinéma, c'était d'accueillir le désir de cette façon, d'une manière la plus totale et par le biais notamment d'influences comme Vertigo et Kieślowski. I can tell you that because my wife is 6,000 miles away, so I can say that. Je ne peux dire ça que parce qu'elle est à 6000 km, donc du coup maintenant je peux vous avouer ça. Alors, on a encore, figurez-vous, 10 minutes de bonus pour poser des questions. Donc, on a récupéré du temps là où il n'en avait plus. Bonjour. J'ai beaucoup aimé Ad Astra. Ah, oui, je suis là. J'ai beaucoup aimé Ad Astra, mais quand je suis sorti, j'avais une question qui me trottait, donc je préfère vous la poser directement, c'est le mieux. La séquence avec les singes qui ont tué des chercheurs dans un des vaisseaux. J'ai pas compris les intentions et ce que vous vouliez exprimer dans cette séquence et à quoi elle devait servir dans le récit du film. Voilà. Et c'était quoi vos intentions à travers cette séquence, quoi? Sounds like you didn't like that scene. Sorry. The idea behind it for me was always that no matter what creature from the earth or what life form from the earth had gone to space, the idea was that it's not meant to be there. That space is not the natural habitat of anything that inhabits the earth, whether it's people or monkeys or, microorganisms, we think. That the idea is that space is hostile to earthbound life forms, and to try to express that it's not just human beings who would have trouble grappling with something like that it was also
other life forms from the Earth. So it was my way of trying to expand the central notion of the film, which to me seemed to be, very simply, we're not supposed to be out there. You know what I mean? And so, I mean, I could go into it more, but it's sort of like, to explain it away is to kind of either, I'm not going to be able to make you like the scene just by explaining it, and if I do, it's cheating, because, you know, not everybody, and you know, it's me, it's my problem. I'm shorting out the mic. I have, you know, negative energy that's like destroying the microphone. But it's like, you know, you don't watch the movie and have me come out the side and go, this is about, you know, the movie is supposed to do the work, and if it does, it does. If it doesn't, it doesn't. And if it doesn't, it means I failed, but it wouldn't be the first time. Tout d'abord, apparemment, vous n'avez pas aimé la scène, désolé. Mais l'idée derrière cette scène, c'est tout simplement que toute forme de vie issue de la Terre, toute forme de vie terrienne, n'est pas censée être dans l'espace. Pour moi, vraiment, qu'on soit des êtres humains, des singes, des micro-organismes, je pense que l'idée, vraiment, c'est que l'espace est hostile aux formes de vie terrienne. Et je pense qu'au-delà des êtres humains, voilà, je voulais montrer que d'autres créatures pouvaient ressentir cette hostilité, pouvaient s'y trouver mal. Et c'est juste une forme d'expansion et d'élaboration autour du thème principal du film, qui est qu'on n'est pas censé aller là-bas. Je pourrais vous expliquer davantage de choses, mais je ne pourrais pas vous faire aimer la scène quand vous la voyez, parce que je ne suis pas là en commentaire pour apparaître sur le côté et vous dire alors là, ça veut dire ceci. Mais ceci étant dit, ce serait une forme de tricherie, mais bon. Si vous n'avez pas aimé la scène quand vous la voyez, ce ne serait que ma responsabilité et la preuve de mon échec. Mais bon, ce n'est pas le premier. C'est comme les explorateurs dans City of Z qui n'avaient rien à faire dans la jungle et qui étaient repoussés par les populations primitives, enfin, qui n'avaient rien de primitif d'ailleurs. You know, it's interesting. I remember when Z, whatever, came out, I tried very hard not to read any reviews. After Two Lovers, I stopped reading them as much as I could. Sometimes you can't avoid it. You know, you'll be at the doctor's office, you pick up a magazine, and then there's a review of your movie, and then it's like, oh shit, and you have to read it. And you know, a lot of times I do, if I see a review like that, I will notice criticisms that I actually agree with, which is very upsetting. But in one such case, in reference to Z about the explorers and whether we, you know, what you just said, I got kind of angry. And I think it's worth discussing for 1 second, if I may. It was in the New Yorker, and the critic said the movie could use a lot more madness. And I thought that that was a racist idea, because it's like the civilized white guy goes to the jungle and he goes crazy. But that wasn't, I felt, what the movie was about at all. I felt that it was about the fact that he was trying to acknowledge the other's humanity and that he could only see it very dimly. And that if he went down, the man goes down to the jungle and he becomes a savage. That in a way it was demeaning to the peoples of Amazonia. So it's very hard for me to confront this question, because it was as though the critic wanted to watch a remake of Aguirre, the Wrath of God. But that's not a racist movie, because that story is the guy is greedy and goes crazy because of his avarice and his need for trying to find gold in the environment. This was a very different story. And it made me realize that the surface of the movie, guy goes to jungle, equaled for him Werner Herzog.
And to me, I thought, I like to try to meet the film for what it's saying or trying to say, not I wish it were a remake of Werner Herzog movies. Am I making any sense? It's a difficult thing to talk about because you sound like you're whining, you know, which is a very unpleasant feature. But again, like I say, a lot of times with criticism, I hear things that I'm like, oh, that's true. But there are other times when we reveal that the viewer is not going into the film to see another consciousness, to step into another consciousness, but rather to see his own or her own wishes fulfilled from other movies. Quand Z est sorti, j'ai essayé vraiment de manière très consciente d'éviter de lire les critiques. C'est une décision que j'ai prise après la sortie de Two Lovers. Mais parfois on ne peut pas l'éviter, on est chez le médecin, dans la salle d'attente, on prend un magazine et hop, on a une critique de son film à l'intérieur et vous êtes obligé, je suis obligée de la lire à ce moment-là. Et le plus frustrant, c'est parfois le fait que je lise des critiques avec lesquelles je suis d'accord. Mais l'une d'elles m'avait vraiment mise en colère. Et c'était dans le New Yorker et le film. Enfin, finalement, la critique disait le film pourrait vraiment gagner ou se targuer d'avoir un peu plus de folie. Enfin, il pourrait y avoir plus de folie dans ce film. Et j'ai trouvé que c'était une idée très raciste. L'idée qu'un homme blanc civilisé aille dans la jungle et en ressorte fou. C'était quelque chose que je trouvais vraiment très à l'opposé de mon envie même de raconter l'histoire de quelqu'un qui était allé à la reconnaissance et à la défense de l'humanité d'autrui, et que je trouvais qu'il était très insultant pour les populations natives d'Amazonie. Et je pense que ce que la personne voulait voir, c'était un remake de Aguirre et la colère de Dieu, qui était un film sur l'avarice, merci, l'avarice, le fait d'être parti dans un environnement très hostile, trouver de l'or, etc. Mais ce n'est pas la même histoire. Et je pense que la personne qui voyait le film avait cette équation, homme blanc, jungle, donc folie. Il voulait voir un film d'Herzog. Moi, je pense que mon film n'était pas un remake et la personne voulait voir un remake. Et c'est très difficile d'avoir cette conversation parce que j'ai l'impression de me plaindre. Enfin bref, parfois, la critique me montre que le spectateur ne veut pas vraiment rentrer dans l'univers et dans la conscience et l'imagination que je lui propose, ou d'autrui, mais simplement y voir et y trouver les projections et le film qu'il aurait voulu voir. Alors, malheureusement, on va devoir libérer la salle. Juste remercier James Gray qui peut-être dire un mot sur le fait que vous êtes en train de monter un opéra. Yes, but we have to clear the room for the. Et donc, on remercie beaucoup James Gray qui est actuellement en train de monter un opéra à Paris, Les Noces de Figaro. Si vous voulez dire juste un petit mot au moins là-dessus sur cette mise en scène, parce que c'est quand même une autre étape de votre travail. Yeah, I'm terrified, and I'm hoping it's not a complete catastrophe. That's what I could say about it. I mean, what is there to say? I'm in the middle of doing it now. It's been an extremely beautiful experience so far. The singers are amazing, but I don't really know what I'm doing, and I think I should just go back to Los Angeles. But I'm going to stay and try my best. Que dire de plus que je suis terrifiée et que je ne sais absolument pas ce que je fais et que j'espère que ce ne sera pas une catastrophe totale. Je suis en plein milieu de la préparation et de la direction et la mise en scène merveilleuse. Heureusement, les personnes, les chanteurs et chanteuses sont merveilleux et je passe un très bon moment. Je ne sais pas vraiment si je ne devrais pas juste retourner à Los Angeles et faire des films, mais en espérant que je reste et que je fasse de mon mieux. Merci infiniment. Merci James Gray. Thank you.